Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. La réconciliation franco-algérienne mise à l'épreuve une semaine après la visite de Jean-Noël Barrot à Alger. L'Algérie demande à 12 fonctionnaires français de quitter son territoire d'ici 48 heures. Elle répond à la mise en examen vendredi de 3 ressortissants algériens ici en France, poursuivis pour l'enlèvement présumé d'un opposant algérien. L'effroi assoumis après la frappe russe qui a fait 34 morts ce week-end. Donald Trump la qualifie d'horrible, mais sans jamais mentionner Moscou. Déluge depuis dimanche de condamnation occidentale. Et puis la mort du Péruvien Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature. Il avait 89 ans, il est mort à Lima. Dernière d'une génération de géants de la littérature latino-américaine. Il était entré à l'Académie française en 2021. On reviendra sur ces titres dans le journal de 11h. Aujourd'hui, dans Parlons-en, je vous propose un retour de 50 ans en arrière. C'était un dimanche, comme hier, un 13 avril de début de printemps, comme hier. Le dimanche 13 avril 1975, à Beyrouth, le Liban basculait dans la guerre civile. 15 ans d'un conflit terriblement meurtrier, qui est à la fois partout et nulle part. Aujourd'hui, au pays du Cèdre, on ne l'enseigne pas à l'école, mais il vit ce conflit sur les murs des villes, dans les mémoires des Libanais, et il rôde comme un spectre dont la menace est brandie à chaque fois que le pays sursaute. Et ils sont nombreux, les sursauts, dans cette région du monde. Guerre d'hier, blessure d'aujourd'hui, édition spéciale de Parlons-en en partenariat avec le grand quotidien libanais L'Orient le Jour. Aujourd'hui avec Karim Emile Bitar, Ziad Ouairi, Bilal Tarabé, Anthony Samrani, Johanna Abikaram et Serge Bébri qui est à Beyrouth aussi. Bonjour à tous, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Karim Emile Bitar. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes libanais, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient et professeur associé à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université Saint-Joseph de Beyrouth. En 1975, quand la guerre a éclaté, vous étiez un petit enfant et vous viviez à Beyrouth. Bonjour Ziad Ouairi. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Réalisateur, vous avez 3 passeports, libanais, américains et français. Auteur, entre autres, de L'Insulte, qui a représenté le Liban aux Oscars il y a quelque temps, histoire d'une querelle de voisinage qui a tourné à l'affaire d'État et qui a dit beaucoup du Liban qui nous intéresse aujourd'hui. En 1975, vous aussi, vous étiez à Beyrouth et vous étiez adolescent. Bilal Tarabé, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici chez vous, journaliste France 24. Vous êtes franco-libanais et entre autres choses, l'enfant de l'exil de vos parents qui ont fui cette guerre civile à la fin des années 70. En direct de Beyrouth, je salue Anthony Samrani. Bonjour Anthony. Vous êtes libanais, bien sûr, rédacteur en chef à L'Orient le Jour, qui est notre partenaire pour cette journée spéciale anniversaire. Je renvoie d'ailleurs à votre numéro spécial 50 ans de cette guerre civile en une de L'Orient le Jour. Vous êtes né au Liban, Anthony, quelques mois après les accords de Taïef et vos parents ont fui le Liban après votre naissance. Et bonjour Johanna Abikaram. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes juriste, engagé dans le parti Bloc National, qui est le seul parti qui n'a pas participé à la guerre civile. Vous êtes né 7 ans après la fin de la guerre. Vous allez me dire, c'est pas commun de révéler les âges de tous mes invités, mais on est précisément dans notre sujet, car vous avez tous vécu à votre façon cette guerre civile et cette mosaïque qu'on a tenté de reconstituer aujourd'hui sur ce plateau dit beaucoup du Liban d'hier et d'aujourd'hui. D'abord, quelques images d'archives et on se retrouve juste après. Dans le centre de Beyrouth, ces immeubles portent toujours les stigmates de la guerre civile. Des bâtiments endommagés où ce vétéran distingue encore l'impact des balles laissées il y a 50 ans. C'était une guerre inutile. Ici, dans le quartier musulman de Shia, les gens étaient en deuil pour rien. L'étincelle a lieu tout près d'ici le 13 avril 1975. D'abord une attaque de miliciens palestiniens contre une église qui fait 4 morts, suivi de l'embuscade d'un bus transportant des Palestiniens par des phalangistes, une milice chrétienne, qui fait 27 morts. Le pays s'embrase. Pourquoi les Libanais sont armés? Pourquoi? Parce que malheureusement, nous avons été débordés par une nuée d'étrangers qui sont venus presque occuper notre pays. La guerre oppose principalement 2 camps. D'un côté, les milices chrétiennes, de l'autre, les Palestiniens et leurs alliés arabes et musulmans. Les affrontements sont meurtriers, des camps palestiniens sont rasés et Beyrouth devient un champ de bataille divisé par la ligne verte qui sépare les quartiers chrétiens et musulmans.
À l'origine du conflit, des tensions communautaires exacerbées par l'afflux de réfugiés palestiniens, mais aussi des tensions politiques. Les chrétiens dominent l'exécutif depuis 1943 en vertu d'un pacte de plus en plus contesté par les musulmans. Rapidement, le conflit implique aussi des acteurs régionaux, notamment la Syrie en 1976, puis Israël en 1982. 100 000 soldats israéliens envahissent le Liban pour affronter l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Beyrouth est assiégée et des réfugiés palestiniens sont massacrés dans les camps de Sabra et de Shatila. À partir de 1983, les milices chrétiennes appuyées par les Israéliens s'opposent cette fois à la communauté des Druzes, soutenue par la Syrie. Près de l'ancienne ligne de front, ces anciens combattants se souviennent. Lorsque le dirigeant druze Kamal Jumblat a été assassiné, des massacres ont été perpétrés contre les chrétiens dans la région montagneuse. Mon village a été touché par ces massacres. Un massacre a tué 29 personnes de mon village, Barouk. La guerre s'est achevée en 1990 avec la fuite du général Aoun. L'année précédente était signé l'accord de Taïf, qui établit un nouvel équilibre entre les communautés au sein de l'exécutif et de la Chambre des députés. Toutes les milices sont désarmées, à l'exception du Hezbollah. Au total, la guerre civile a fait environ 150 000 morts, 800 000 déplacés et des milliers de disparus. Voilà, David Gilbert avec Alice Broga. On vous retrouve à Beyrouth, Serge Berberi. Bonjour Serge, ce qu'il s'est passé ce 13 avril 1975 à Beyrouth, les conditions qui ont permis à cet événement dont on vient de voir des images d'archives d'arriver et les 15 ans de guerre qui ont suivi, c'est stupéfiant. Ce n'est pas raconté aujourd'hui à l'école au Liban. Tout à fait. Vous savez, dans les écoles libanaises, la guerre civile s'arrête souvent avant d'avoir commencé. Le programme d'histoire s'arrête en 1943, l'année de l'indépendance du Liban. Aucun chapitre, aucun manuel scolaire ne prend donc le relais et ce silence est lourd de sens. Beaucoup d'élèves ignorent la date du début de la guerre. Dans les écoles, le 13 avril 1975 est une date quelque part sans histoire et dans ces circonstances, les enseignants, eux, avancent sur un fil très très mince. Ils essaient donc d'éveiller l'esprit critique des étudiants sans vraiment attiser les tensions. Ils évoquent les causes, par exemple, les influences ou les facteurs internes et externes, mais toujours à demi-mot. Et donc, c'est vous dire que ces professeurs naviguent prudemment entre les sensibilités, faute de livres d'histoire, faute de versions communes, et j'en passe. C'est là, en tout cas, toute la fragilité du récit de la guerre, où devrais-je dire plutôt les récits de la guerre, car au Liban, chaque communauté, chaque région a son histoire, des mémoires parallèles, de ces mémoires donc qui circulent dans un pays où les anciens chefs de guerre sont encore aux commandes, toujours donc au pouvoir, dans un pays comme le Liban où les lignes de fracture n'ont jamais vraiment disparu 35 ans après la fin de la guerre. La guerre n'est pas racontée, mais elle est partout au Liban aujourd'hui. Tout à fait, partout sur le terrain où on sent que la guerre n'a jamais vraiment quitté le pays. Elle est là, incrustée dans les murs, dans les souvenirs. Vous savez, en réalisant mon reportage sur la guerre civile qui est diffusé aujourd'hui sur France 24, j'ai parcouru les rues de Beyrouth avec ceux qui ont vécu la guerre et je peux vous dire que j'ai réalisé à quel point les cicatrices sont encore là. Mais ce sont surtout les regards, les gestes quelque part, les récits précis qui disent combien cette mémoire est encore vive. À Ain el-Remene, par exemple, Ain el-Remene, c'est le quartier de la banlieue de Beyrouth où la guerre civile a éclaté le 13 avril 1975. Dans ce quartier, j'ai marché aux côtés d'anciens combattants, notamment Gebran, un combattant des forces chrétiennes. Il m'a montré des façades criblées d'impacts de balles. Il m'a décrit les trajets des obus, les positions des snipers, les pertes humaines. Tout cela, c'est vous dire combien il se souvient justement de la guerre. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est surtout la facilité avec laquelle il est retourné sur cet épisode. Vous savez, ce genre de rencontre interroge beaucoup sur la mémoire, mais aussi sur la paix, car on comprend vite au Liban que, pour certains, la guerre ne s'est pas vraiment arrêtée. Elle continue autrement, peut-être, dans la manière de penser, la manière de penser l'autre, dans la méfiance de l'autre, dans l'absence de pardon quelque part.
alors que le pays, comme vous le savez, est toujours traversé par des crises à caractère confessionnel, et il est plus que jamais, c'est un secret pour personne, vous savez, la guerre du Liban, c'est une histoire à plusieurs visages, chaque camp, chaque famille, chaque quartier a la sienne, et ici, eh bien, chacun a ses héros, ses blessures et surtout ses non-dits. C'est non dit. Merci beaucoup Serge Berberi depuis Beyrouth. Ziad Ouairi, quel est votre souvenir personnel de ce 13 avril 75 ? Vous aviez 12 ans, je crois, 12 d'années. C'était un dimanche où on faisait une tradition qu'on allait acheter du poulet rôti chaque dimanche et faire une promenade. Et je me souviens que j'étais très emballé d'aller voir ma cousine qui habitait à Hazmiye. Elle avait presque mon âge, on s'entendait tellement bien. Et on s'est arrêté dans le magasin, on a acheté du poulet avec de l'ail et on allait conduire avec mes parents. Et en allant à Hazmiye, qui est 15 minutes de route, même pas, on a été arrêté par un barrage qui n'était pas un barrage militaire, pas un barrage officiel. C'était un barrage volant, on l'appelle à cette époque. Donc le mec, il a dit faites demi-tour, rentrez chez vous. Et mon père lui avait posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, t'as aucune idée, juste rentre, fais demi-tour, rentre chez vous. Et c'est petit à petit qu'on a commencé à comprendre que les choses étaient graves. Mais j'écoute le reportage que vous avez fait. Je le suis. Mais j'ai des autres souvenirs de la guerre. Moi, mes souvenirs, ils étaient plutôt agréables, en fait. Ah. Oui, parce que c'était en pleine adolescence. Et c'était là où on a découvert la musique, on a découvert l'amour. Je parle très concrètement. Certainement, si je dois creuser un petit peu, je sais qu'il y avait des moments un peu difficiles. Certainement, ça faisait peur, parce qu'on était dans les bombes, on était dans les comment on dit, les sous-sols et tout ça. Mais aujourd'hui, quand j'y pense, c'était tellement enrichissant, cette vie. Et c'est pour ça que j'écris que de ça. Mon premier film, Ouest Beyrouth, parle effectivement de cette première guerre qui a évoqué en moi de beaux souvenirs, en fait. Parce que mes parents, ils étaient très préoccupés par la guerre et nous, on était... Il y avait une urgence de vivre aussi. Vous êtes séparés de quelques centimètres de Johanna Abi Karam sur ce plateau, mais il y a un monde qui vous sépare. Vous n'avez pas connu la guerre, vous êtes né 7 ans après les accords de paix. Et cette histoire, on ne vous l'a pas racontée à l'école. Qui est-ce qui vous l'a racontée ? C'est vrai qu'on n'a pas connu la guerre, nous, et l'histoire, comme le disait Serge, elle s'arrête en 1943, à la déclaration de l'indépendance. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi dans une région qui est peu mixte, où on ne parlait pas vraiment aux enfants de la guerre. Et c'est ce silence, en fait... je l'ai compris avec mon éveil politique, quand j'ai commencé à creuser, à regarder des films, dont l'insulte, à écouter des podcasts. C'était un effort personnel qui m'a permis de comprendre un peu les réalités qu'on me cachait. Mais le récit commun, il n'existe pas au Liban. C'est des récits familiaux qu'on hérite parfois, mais parfois qu'on n'hérite jamais et qu'on ne connaît pas. Karim Émile Bitar, que s'est-il passé après les accords de paix de 89-90 pour qu'on n'ait pas eu envie, besoin, urgence d'inscrire officiellement cette histoire dans la mémoire collective libanaise ? À mes yeux, le péché originel fut une loi d'amnistie qui a été votée à la sauvette sous la pression des forces d'occupation syriennes en 1990 et qui a permis à tous les chefs de milice de troquer leur treillis militaire contre un costume cravate et de demeurer au pouvoir 30 ou 40 ans plus tard. Cette amnistie a créé une amnésie. Les Libanais ont voulu oublier ce qui s'était passé. Avant de tourner la page, il faut ordinairement lire cette page, en tirer les principaux enseignements. Cela n'a pas encore été fait et nous ne sommes pas encore sortis de ce cercle vicieux, de ce clientélisme à deux échelles. D'un côté, le Libanais, pour sa survie quotidienne, doit dépendre d'un parti communautaire féodal clientéliste qui lui assure les frais d'écolage, les frais d'hospitalisation. Et de l'autre côté, le parti lui-même doit aller se chercher un parrain à l'extérieur des frontières, l'Iran, l'Arabie Saoudite, au 19e, c'était la France et la Grande-Bretagne, pour pouvoir maintenir son assise populaire. Donc, tant qu'on n'aura pas brisé ce cercle vicieux, nous assisteront à un renouvellement de ces violences toutes les quelques années. Et à mes yeux, pour briser ce cercle vicieux, il faut évoluer vers la modernité libérale, vers l'acceptation de la citoyenneté qui transcende les appartenances primaires, communautaires, les instincts grégaires, le repli et la peur. Les Libanais vivent dans la peur jusqu'à aujourd'hui et c'est cela le principal problème car la peur est mauvaise conseillère. On va revenir bien sûr sur les enjeux pour le Liban d'aujourd'hui. Anthony Samrani, depuis Beyrouth, vous êtes bien sûr à l'Orient le jour. L'une des questions
question qui domine cette émission, c'est celle-ci. Comment faire nation autour d'une histoire qui n'est pas commune, qui n'est pas communément admise et qui n'est surtout pas racontée? Il y a 3 dimensions dans cette guerre et finalement quand on essaye de la comprendre. Il y a une dimension géopolitique qui est parfois un peu même exagérée, un peu fantasmée, mais qui est compréhensible. Le jeu des acteurs syriens, palestiniens, israéliens pendant la guerre et jusqu'à maintenant le jeu des Iraniens, des Israéliens sur le territoire libanais. Il y a une dimension politique interne, le partage de pouvoir entre les communautés, les questions socio-économiques, une question de bras de fer. Et il y a une question qui est presque incestueuse, qui est notre rapport à l'autre. Et au Liban, on est encore dans un moment où on peut basculer d'une convivialité extrêmement chaleureuse à une haine de l'autre en un instant. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à expliquer. Et je pense que ça, alors les conditions géopolitiques et politiques seront essentielles dans tous les cas pour faire nation, mais ça sera vraiment la clé. Est-ce que, comme le disait Karim, la citoyenneté inclusive est la clé? Probablement, mais elle passe par une telle évolution, un tel changement des mentalités que ça va prendre du temps. Et il faut commencer peut-être à une échelle encore plus modeste, et je ne sais pas encore aujourd'hui laquelle ce serait. Bilal Tarabé, Anthony Samrani parlait de quelque chose d'incestueux à l'instant. Cette guerre, elle est dans toutes les familles libanaises. C'est ce que vous disiez aussi, Johanna Abikaram. Ce récit de la guerre, il se fait d'abord dans les familles. Cette guerre, elle est dans toutes les familles. 150 000 morts en 15 ans de guerre, 900 000 émigrés, un tiers de la population libanaise de l'époque, 1 million de déplacés internes. Elle est dans les gènes, elle est partout au sein des familles et pourtant elle est nulle part à la fois. Mais complètement. C'est-à-dire que pour les gens comme moi qui n'ont pas grandi au Liban à cause de la guerre, c'est un canapé qui est toujours ouvert en lit parce qu'il y a toujours un cousin, un oncle, une tante qui fait un aller-retour parce qu'on ne peut pas rester dans le pays. C'est aussi jamais le bon moment d'y retourner en vacances puisqu'il s'y passe toujours quelque chose de dommageable. Jamais le bon moment d'en parler non plus. Jamais le bon moment, ça jusqu'à aujourd'hui. C'est quand on y va et qu'on est enfant et qu'a fortiori on vient d'un pays plutôt organisé comme la France, c'est des codes qu'on ne comprend pas du tout, c'est-à-dire c'est des gens armés un peu partout. Alors les Libanais au Liban ont toujours eu l'art de tourner tout ça à la dérision et à l'humour, mais quand on est enfant, on sent quand même qu'il y a des choses qui sont pas très bonnes, et c'est des pays en ruine. Maintenant, quand on parle jusqu'à aujourd'hui, typiquement, il faut savoir que, je donne juste un exemple, au Liban, le droit civil, le droit privé, c'est le droit canonique, c'est le droit religieux. Donc si quelqu'un veut se marier avec quelqu'un d'autre d'une autre religion, c'est extrêmement compliqué. Ça va impliquer une conversion ou alors un mariage à l'étranger. Et il y aurait tout un tas d'autres exemples comme ça. Mais effectivement, ce sont des lignes communautaires qui n'ont pas été réglées depuis. Ne pas historifier ce conflit, Ziad Ouedoueri, je crois que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup, c'est aussi laisser le récit à ceux qui ont vécu la guerre et ce faisant empêcher de rendre sa complexité à la guerre, laisser perdurer une espèce de simplification qui voudrait que certains y ont vu une guerre confessionnelle sans y voir les nuances, sans y voir les singularités. Je pense, dans mes films, je ne suis pas simpliste. Au contraire, j'écris sur des personnages assez complexes. C'est que peut-être la distance que j'ai eue quand j'ai quitté le Liban à l'âge de 19 ans et j'ai émigré aux États-Unis en tant qu'étudiant, ça m'a peut-être donné un petit peu d'espace, de distance, un petit peu de distance par rapport à ça. Je commençais à uniquement réfléchir d'un point de vue construction dramatique d'un film, en fait. Et quand on s'inspire des effets, ceux qui ont passé, il faut que ça s'adapte à la construction dramatique. Et j'ai, d'une manière génétique, si vous voulez dire, très personnelle, j'ai une tendance à vouloir avoir une fin assez positive. Parce que le mal, on l'a vécu, au fait, l'insécurité de la guerre. J'essaye de me protéger un tout petit peu dans mes films en donnant un peu plus d'espoir. C'est une décision très personnelle. Il y a des gens qui sont d'accord avec cette manière de voir les choses, des autres qui n'ont pas d'accord. Mais moi, je suis cinéaste. Moi, je pense en termes de vue, comment on fabrique un film. Et je peux vous dire que le Liban est un trésor d'histoire, au fait. Il y a tellement d'histoires riches sur la condition humaine, et tout en gardant aussi un peu d'humour. Je pense ce qui nous distingue un petit peu des autres pays arabes, qu'on a un genre d'humour. Je ne pense pas que l'humour qu'on trouve dans nos cultures est superficiel.
Je ne le pense pas. Le premier film que j'ai fait, West Beyrouth, je me souviens, je l'avais écrit à Los Angeles avec des rires internes, parce que je me rappelle de tous les petits détails qui se sont passés. Donc, j'ai peut-être une manière moins analytique du conflit. Elle est beaucoup plus viscérale, la mienne. Et c'est un choix que j'ai fait. Ça n'empêche pas que j'ai eu quand même des trucs un peu difficiles. Je regarde les images des bâtiments. Il y a le bâtiment Holiday Inn. C'était un hôtel dont mon cousin a fait la guerre de 6 jours à Beyrouth, quand il y a eu les forces de gauche, dont mon cousin était le patron de cette guérilla, au fait, qui ont essayé de reprendre l'hôtel Holiday Inn quand les phalangistes l'avaient occupé. Il était tué dans cette guerre. Donc je l'ai vu là, et c'est un hôtel qui n'a pas encore été rénové. Il a tous les trous jusqu'à maintenant. Et ça me donne un peu chaud au cœur, parce que je me souviens tout de suite que ça revient. Enfin, je me souviens de ces incidents. Je regarde des images, je dis, ah mais je les ai connus. C'est pas quelque chose que j'ai appris dans l'histoire ou à travers la télé. Je l'ai vécu à Beyrouth Ouest. Et Beyrouth Ouest, c'était un endroit qui était très chaotique, parce qu'on avait beaucoup de journalistes étrangers qui venaient, qui étaient à l'hôtel Commodore. Et pour moi, c'était les années d'adolescence. J'ai découvert le cinéma, j'ai découvert plein de choses. Et quelle adolescence. L'art, vous le disiez tout à l'heure, Johanna, est venu combler certains trous de l'histoire que vous n'aviez pas. Pour rebondir sur la question du manque de justice, de cette loi d'amnistie 91 qui n'a pas permis de juger les responsables des massacres. Il y en a eu dans toutes les communautés, des atrocités, c'est ce que vous racontez aussi dans l'insulte, le massacre de Damour en 76. Ce que permet aussi cette absence de justice, c'est d'agiter ce chiffon, ce spectre, à chaque fois que le pays connaît un soubresaut. Je pense que l'art, oui, il vient combler les trous. Et je pense que ce manque de justice transitionnelle nous empêche de tourner la page, parce que les gens n'ont pas encore raconté leur histoire, n'ont pas encore jugé tout ce qui s'est passé et n'ont pas pu dépasser en fait les événements qui se sont passés. Vous dites pas encore parce que ce sera peut-être le cas un jour ? Je pense que oui, en fait, on garde espoir, et c'est la raison même de mon engagement politique, parce que je pense qu'on ne peut pas laisser le pays... on ne peut pas se permettre de laisser le pays aux gens qui l'ont conduit au naufrage. Et je pense que même s'il y a l'art qui comble les trous, on a besoin d'un récit commun, on a besoin d'une intervention étatique qui puisse vraiment uniformiser et homogénéiser ce récit pour que tout le monde puisse se sentir intégré et perçu. Au Liban, comme ailleurs, Karim Émile Bitar, sans justice, pas de paix, sans histoire officielle, difficile de faire nation. Encore faut-il savoir de quelle nation on parle. Vous l'évoquiez tout à l'heure, de quel Liban? Depuis l'indépendance en 1943, la question, elle est peu ou prou toujours la même, celle de l'identité du pays du Cèdre, pays arabe, identité singulière. Qu'est-ce qu'est le Liban? Vous avez 30 secondes. Je ne devrais pas dire ça en tant que prof de relations internationales, mais je suis persuadé que Ziad a raison. Ce sont les romanciers, les cinéastes, les humoristes peut-être, qui peuvent nous aider à comprendre ce qui s'est passé au Liban. Car les sciences sociales ont tendance à plaquer des schémas préconçus, à parler systématiquement des guerres par procuration, etc. Alors que ce qui s'est joué, il n'y a pas d'explication unique causale. Pour comprendre le Liban, il faut intégrer un tas de facteurs démographiques, économiques, sociaux, communautaires, géopolitiques, et également les angoisses existentielles des uns et des autres, les peurs, le sentiment d'humiliation, de colère, de volonté de revanche. Et c'est pour cela qu'on n'a pas encore réussi à créer cette identité libanaise, parce que chacun a le cou engoncé dans sa propre souffrance et n'a pas fait l'effort d'étudier le narratif de l'autre. Et c'est ce qui faisait la force d'un film comme L'Insulte. Il contraignait chaque Libanais à se mettre dans la peau du combattant de l'autre camp et à voir la guerre par un autre prisme que celui qui lui a été inculqué dans sa famille. C'est quand on aura fait ce travail qu'on pourra parler d'identité libanaise, qu'on pourra commencer à édifier un État et autour de cet État, éventuellement une nation. Anthony Samrani, je vous vois acquiescer depuis Beyrouth. L'Orient le Jour a l'une de ses unes les plus célèbres, 10 mars 49, Georges Nakache. Deux négations ne font pas une nation. On tourne autour de cette phrase depuis un moment maintenant au Liban, Anthony. Oui, clairement. Parce que je reviens à ces trois dimensions, géopolitique, politique et ce que vient de dire Karim, qui est pour moi essentiel, c'est-à-dire que sur le plan géopolitique, il faut trouver un moyen de faire en sorte que le Liban ne soit plus le théâtre des conflits régionaux et en même temps d'admettre que le Liban vit dans une région géopolitique et qu'il ne peut pas être dans sa petite bulle et considérer que
ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Cisjordanie, le changement de pouvoir en Syrie, etc., ne le concerne pas parce que ce serait une utopie totale. Le deuxième plan, il y a une vraie question politique aujourd'hui à poser, une vraie question du partage du pouvoir, qui aussi est en rapport avec l'évolution démographique du pays, c'est-à-dire est-ce qu'il est normal que les chrétiens qui sont aujourd'hui démographiquement minoritaires aient encore autant d'espace politique dans le pays, mais c'est une question presque taboue parce qu'elle va faire naître des peurs immenses au sein d'une communauté qui elle-même a peur de disparaître. Et vraiment, le plus important, c'est ça, c'est notre capacité à comprendre que, et je crois que ce qui se joue au Liban à ce niveau-là dépasse très largement le Liban. C'est le rapport à l'autre est un enjeu de société aujourd'hui à peu près partout. Et c'est comment faire en sorte d'accepter la pluralité, de ne pas la nier. Et c'est parfois ce qui me fait peur un peu dans les discours appelant à la mise en place d'une citoyenneté laïque, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une place au Liban pour la préservation des identités plurielles, mais que cette préservation des identités plurielles n'entraîne pas un rapport à l'autre qui soit uniquement lié à la peur, à l'angoisse, à des angoisses existentielles. Comment on peut apaiser ces angoisses ? Il y a quelque chose à faire sur le plan politique, mais je suis d'accord et avec Karim et avec Ziad, la politique ne suffira pas à ce niveau-là. Bilal, 1943, c'est l'année du pacte national. Pour ceux qui ne sont pas familiers du Liban, il faut rappeler ce que c'est. C'est un engagement verbal, lui-même basé sur un recensement du début des années 30, qui a toujours cours aujourd'hui, même s'il a été quelque peu retoqué au moment des accords de paix, qui instaure la répartition des pouvoirs. Anthony le rappelait à l'instant, aux chrétiens maronites, la présidence de la République, aux musulmans sunnites, le Premier ministre, aux musulmans chiites, la présidence de l'Assemblée nationale, entre autres. Ce confessionnalisme politique, comme l'appellent certains, est-ce qu'aujourd'hui, il mine le Liban ou il est d'une certaine façon la seule façon de permettre à cette mosaïque libanaise d'exister encore ? Alors, il y a un épisode qu'on oublie un petit peu, mais c'est ce que les Libanais eux-mêmes ont déclaré dans la rue en octobre 2019, des très grandes manifestations que l'histoire au Liban, enfin l'histoire des Libanais retient sous le nom de révolution Saoura. Vous avez eu des dizaines, voire au-delà d'une centaine de milliers de Libanais parfois au même moment, qui ont justement manifesté contre ce confessionnalisme, accusé de miner le pays. En fait, c'est ce que Karim m'expliquait un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que le confessionnalisme, s'il s'agissait simplement de préserver une identité culturelle, ce serait presque folklorique, voire mignon. Sauf que intrinsèquement, ce clientélisme, il entraîne ou il implique de la corruption, des communautés fermées sur elles-mêmes, verrouillées hiérarchiquement, et tout le problème, il est là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des gens qui vivent, alors peut-être habillés différemment, peut-être avec des religions différentes ou des noms différents, mais en tout cas les uns à côté des autres, en fait, ils vivent dans des petits microcosmes à l'échelle de villages, de rues, de quartiers, de familles, enfermés dans cette confession et dans ce communautarisme. Donc autant Anthony a raison quand il dit qu'il faut faire les choses un petit peu prudemment, autant effectivement il y a peut-être un jour il va falloir que le Liban, qui est une utopie dans la région, le seul pays où il y a autant de confessions différentes, mais effectivement, peut-être qu'il en sorte et qu'on aille vers une vraie citoyenneté libanaise. C'est une utopie, Ziad Ouairi, dit Bilal Tarabé. On s'est inquiété de ce que la récente guerre entre le Hezbollah et Israël fasse renaître ces démons du passé, de ce que ces déplacements des Libanais du Sud vers Beyrouth fassent ressurgir de très fortes tensions. Ça a tenu quand même ces derniers mois, donc il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la réalité. Cette mosaïque libanaise que l'on dit fragile, ces derniers mois, elle n'a pas craqué, donc il y a quelque chose qui tient. Il y a encore une autre chose qui a tenu, c'était quand Daesh était très puissant en Syrie, en Irak. Je sais que mes parents, à cette époque, et beaucoup de Libanais, se posaient la question, est-ce que Daesh va réussir à s'infiltrer et diviser le Liban ? En fait, ils n'ont pas réussi. On a été bizarrement immunisés à cause, comme quand on est immunisé pendant le Covid. On a eu notre vaccin de la guerre civile qui a resté dans la tête des Libanais. Ils ont dit, on peut merder énormément, mais il faut des limites. Et bizarrement, Daesh n'a pas pu réussir à rentrer dans le Liban. Je trouve que ça, c'est un signe très positif, au fait. On aurait pu s'écrouler comme beaucoup de pays autour de nous. On ne l'a pas fait parce qu'on a quand même, malgré qu'on dit qu'il y a une amnésie, moi je ne pense pas qu'il y a une grande amnésie. Ce n'est pas vrai.
C'est pas vrai du tout. Je connais des gens qui sont 15-20 ans, qui sont conscients de ce qui se passe parce qu'ils écoutent leurs parents parler. Ce serait mieux si on va plus loin, qu'on enseigne ça dans l'histoire. Mais ça devient un truc qui me dépasse parce qu'on est en train de parler un peu philosophique. Je ne l'ai pas, ces capacités. Je n'ai pas encore cette force intellectuelle parce que je suis beaucoup plus du terrain et viscéral. Vous savez, moi, la guerre civile, elle m'a servi des trucs beaucoup plus au simple niveau parce que j'ai subi la guerre d'une autre manière, au fait. J'étais dans une famille très pluraliste, on n'était pas dogmatisés. Et j'ai épousé une chrétienne. Je viens d'une famille musulmane, laïque, à fond. À gauche, à fond. C'était des progressistes, mes parents. Et on était hostiles contre les chrétiens pendant la guerre. J'ai fini à épouser une chrétienne de Big Faya, de droite. et ceux qui ont la ref comprendront. Oui, parce que Big Faya, c'est le fief, on dit le fief des forces libanaises et des phalangistes. Et moi qui j'ai jamais été religieux, mais j'étais beaucoup de gauche, pro-palestinien. Quand ma fille est née en 2008, on l'a emmenée et on l'a trempée dans le bassin, là, dans, comment ça s'appelle, l'église... Vous l'avez baptisée? C'est pas l'église maronite, c'est l'église orthodoxe. Il y a une église à Big Faya qui est orthodoxe parce que les parents de Joël sont orthodoxes. Et on a pris la fille, on l'a trempée 3 fois. Vous êtes le produit d'un creuset incroyable. Regardez, quand on a écrit l'insulte avec Joël, elle qui vient d'une famille à l'époque, très chrétienne et même de droite, on a décidé de faire quelque chose qui a vraiment marché. J'ai dit à Joël, on va écrire le film L'Insulte, mais toi, tu vas écrire les scènes du Palestinien et moi, je vais écrire les scènes les rôles. On a inversé les rôles. Parce que ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce qu'on considérait dans les années 70 l'ennemi. Donc, toutes les scènes du chrétien et de l'avocat qui défend le chrétien, c'est moi qui l'ai écrit. Et toutes les scènes du Palestinien, c'est Joël qui l'a écrit. Et je pense que c'était un travail qui nous a aidés à se comprendre encore un peu plus. Joël Touma, votre ex-épouse, précisément, il est là l'enjeu, Johanna Abikaram. Il faut écrire l'histoire de l'autre. Sans ça, le Liban n'y arrivera pas. Pour reprendre la façon dont tu as travaillé, Ziad. Oui, non, je suis d'accord que... Pour moi, l'art, il est important, mais il y a aussi une mémoire collective à garder et à entretenir et à enseigner aussi. Et je pense qu'il y a un facteur aussi qu'on ne mentionne pas, c'est que la jeunesse, moi je représente la jeunesse ici, en fait, on regarde ces histoires et cette mémoire avec de la distance. Et on n'est pas autant attaché à ces événements. On veut les comprendre, mais on veut les dépasser également. Est-ce que, je ne sais pas qui a employé le mot prudemment, je crois que c'est vous, Anthony Samrani, ou peut-être vous, Bilal, qu'il fallait avancer prudemment. Est-ce que cette jeunesse, effectivement, que vous représentez sur ce plateau, on va pas cette jeunesse libanaise, Johanna, elle en a marre d'attendre, en fait. Il y a une urgence pour elle à avancer, à dépasser tout ça. Avec le temps long, en fait, c'est déjà trop long. Oui, je pense que même en 2019, avec la Saoudia, je pense que les gens, de plus en plus, ils ont pris conscience et ils ont pris conscience qu'ils avaient peur, mais ils ne savaient pas de quoi ils avaient peur. Et d'un coup, tout le monde s'est rendu compte que, en fait, tout ça, on peut le dépasser ensemble parce qu'on a tous vécu, même si chacun à sa façon, on a tous vécu des traumas qui nous rassemblent. Et les ennemis, en fait, on les connaît, ils sont tous devant nous et on peut affronter tout ça si on décide qu'on peut le faire ensemble. Karim. Alors, il y a une synthèse possible. La constitution libanaise votée à la fin de la guerre prévoyait une déconfessionnalisation de la chambre basse, mais parallèlement, pour rassurer les angoisses des minorités, la création d'un Sénat où seraient représentées les familles spirituelles, comme on les appelle, et une décentralisation administrative et financière qui permettrait à chacun de surveiller ses élus locaux. Cette constitution a été foulée aux pieds pendant 30 ans. Aujourd'hui, le temps est venu de la mettre en pratique. C'est ce que propose le nouveau président de la République et le nouveau Premier ministre, d'appliquer l'ensemble des clauses de cette constitution pour évoluer enfin vers un système qui soit peut-être pas idéal, mais qui soit du moins fonctionnel. Aujourd'hui, le système est dysfonctionnel, sclérosé. Il y a plus grand monde qui rêve d'une laïcité à la française comme dans les années 70. Il suffit de transcender le communautarisme en apaisant les angoisses. Et la création d'un Sénat et la décentralisation serait un grand pas en avant. Mais Anthony Samrani parlait de questions taboues, Karim Emile Bitar. À un moment, il faudra les soulever, ces
ces questions taboues, notamment la représentation des chrétiens maronites. Il faudra aller dans le dur, si j'ose dire. Il faudra que les chrétiens sortent de leur peur et soient porteurs d'un projet. Ce projet doit être la citoyenneté, l'égalité des droits et des devoirs, tout en protégeant leur communauté. Le problème, c'est que les hommes politiques font de la démagogie en permanence en prétendant vouloir défendre les droits de leur communauté. Dans une démocratie, les droits reviennent aux citoyens. On peut donner à une communauté des garanties qu'en tant que communauté, elle aura un droit de regard, un droit de veto sur certaines questions régaliennes, sur les questions de droit, etc. Mais les droits doivent revenir à des citoyens. Aujourd'hui, il n'y a pas de citoyenneté au Liban et c'est le gros problème. Bilal y faisait allusion pour la question des mariages et des divorces. Bilal, sur ce qui vient d'être dit? Ah non, je hochais la tête parce que j'étais d'accord avec Karim. Anthony Samrani, l'un des enjeux, entre autres, de ce Liban et d'une génération qui en a marre d'attendre, c'est tenter d'emmener un pays vers une force suffisante pour qu'il puisse résister aux ingérences extérieures. Est-ce que ça, ce n'est pas utopique? Ce n'est pas un vœu pieux? Est-ce que c'est possible, ne serait-ce qu'avec la présence du Hezbollah? Déjà, j'aimerais dire quand même une note un peu positive dans ce débat. C'est vrai que le Liban est très fragile, c'est vrai qu'il a connu beaucoup de guerres. Je trouve que c'était très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, Pauline. Il a tenu. Et non seulement il a tenu, mais si on regarde à l'échelle historique, c'est-à-dire depuis la création du Grand Liban en 1920 jusqu'à aujourd'hui, je dirais qu'il y a quelque chose tout de même, il y a une écume de nations qui est née progressivement. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger. C'est-à-dire que la libanité, aujourd'hui, est partagée par tous les acteurs, toutes les composantes du pays. Elle n'est peut-être pas vécue de la même façon, mais elle existe. Et c'est un acquis très important. Sur la question du Hezbollah, elle est aujourd'hui, entre guillemets, plus simple qu'elle ne l'était il y a un an, parce que le Hezbollah est très affaibli, parce qu'il y a des discussions sérieuses pour qu'il remette ses armes et donc que l'État récupère le monopole de la violence légitime, parce qu'il est clair que l'aventurisme du Hezbollah et l'ouverture du front de soutien au 8 octobre a été très mal perçu par la majorité aujourd'hui des Libanais et que c'était une erreur qui a coûté très cher au Liban. Cela dit, là encore, on ne peut pas oublier le contexte géopolitique dans lequel est le Liban aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure avec un journaliste qui était hier à la frontière entre le Liban et Israël. Ce sont des villages totalement fantômes où on entend les drones qui sont au-dessus de votre tête vraiment 24 heures sur 24. Donc il y a une forme de tutelle israélo-américaine sur le sud du Liban. Elle est évidente, dans le sud du Liban, elle est évidente, mais également au nord du Litanie. Et la question du Hezbollah et la question plus généralement de la fin de l'utilisation du Liban comme théâtre de conflit pour les intérêts étrangers ne pourra pas se régler outre cet aspect, outre la question israélo-palestinienne. Précisément, je voudrais soumettre, Bilal, à votre sagacité ces mots de Rassan Salamé, acteur majeur de ces dernières décennies au Liban, actuellement à nouveau ministre libanais de la Culture. Le Liban ne connaîtra pas la paix tant que le conflit israélo-palestinien ne sera pas résolu. Mais c'est tout à fait vrai. Alors déjà, c'est vrai pour la région de manière générale, hein, pas seulement le Liban, mais c'est surtout vrai pour le Liban, puisque vous l'avez rappelé, si les tensions identitaires, et d'ailleurs la tension identitaire de base intrinsèque à la création du Liban, était déjà là avant l'arrivée des réfugiés palestiniens. Lorsque ces réfugiés sont arrivés après la première guerre de 1948, ils représentaient quand même 10% de la population. Je veux dire, en France, on a du mal à s'en rendre compte parce qu'ici, on est 70 millions. Mais enfin, il faut imaginer combien de personnes ça représente sur un pays qui est déjà si fragile, mal fagoté, sur ses fondations de base, voilà le poids que ça représente. Vous savez, moi j'ai un ami libanais palestinien à Beyrouth, par exemple, qui est venu me voir à Paris. Bon, il voyage avec une feuille volante, alors que quand vous le voyez, donc c'est quelqu'un qui doit avoir une trentaine d'années, hein. Il parle le dialecte libanais. Il a évidemment et malheureusement jamais mis les pieds dans le village d'origine de ses grands-parents. Il n'a toujours pas de nationalité libanaise. Enfin, il faut quand même imaginer aussi ce que c'est. Et voilà, c'est comme si on disait, vous savez, on parle en France, qu'est-ce qu'on va faire de telle partie de la population? Là, c'est de pans entiers, en l'occurrence, par exemple, les Palestiniens et les chiites qui vivent et les gens dans le sud du Liban, c'est de
pourcentage entier de la population dont on parle. Ouais. Alors, la phrase de Hassan Salamé que vous avez citée est juste. Les destins sont inextricablement liés. Il n'en reste pas moins que le Liban doit chercher les moyens de s'insulariser par rapport aux conflits régionaux, d'aller vers une sorte de neutralité, d'éviter la projection permanente de conflits externes sur une situation interne qui est naturellement conflictuelle. Cela implique de prendre une position qui fut un peu celle du bloc national pendant la guerre, de refuser de s'aligner sur quelque front que ce soit, de chercher à édifier notre État, nos institutions, sans être en permanence une boîte aux lettres, une caisse de résonance des guerres pour les autres sur le territoire libanais. La guerre du Liban a parfois été décrite comme une guerre pour les autres. C'est un peu excessif. Il y a de grands enjeux internes et des questions sociales et économiques, mais ce fut en grande partie également une instrumentalisation de milices libanaises par des puissances régionales voulant maximiser leur intérêt. Donc aujourd'hui, la seule voie de sortie, c'est d'adopter une sorte de neutralité, de veiller à ce que l'État libanais ne prenne et qu'aucune faction libanaise ne prenne parti, ne s'aligne sur l'axe iranien ou sur Israël ou sur l'Arabie saoudite ou sur qui que ce soit. Le Liban, on arrive au terme de cette discussion qui est passée vite et pourtant c'est passionnant. Un pays dont on raconte souvent, vu d'ici, Ziad Oueiri, il vit catastrophe sur catastrophe, la guerre civile, les guerres régionales et quand bien même on voudrait s'insulariser, qui empiète sur ce pays, la crise économique, financière, politique, l'explosion du port de Beyrouth. Mais les Libanais, il me semble, n'en peuvent plus qu'on loue en permanence leur résilience. Vous êtes d'accord avec ça ? J'attends un tout petit peu pour écrire mon prochain film à Beyrouth, parce que j'ai fait un blocage depuis que le Hezbollah m'a arrêté en 2018 suite au film L'Insulte. Moi, à mon avis, juste pour vous dire très vite, je pense que le vrai cancer, c'était Hezbollah. Et peut-être aujourd'hui, s'il y a un espoir au Liban, c'est parce qu'on s'est débarrassé de ce groupe. Je ne pense pas qu'on s'est débarrassé assez. Je pense qu'il faut se débarrasser entièrement, mais d'une manière très radicale, parce que c'est eux qui ont paralysé le pays depuis 40 ans. Tant que ce cancer sera là, on n'y arrivera pas. Je pense qu'il n'y a aucun contour que se débarrasser de ce parti politique qui a été une calamité pour le Liban. Mais vraiment une calamité, parce qu'ils ont tué beaucoup des intellectuels. Et quand moi j'étais arrêté et mis en prison, c'est à cause d'eux. Tout simplement parce que j'ai mis un film. C'est des gens qui sont énormément antidémocrates, mais il faut arrêter ces conneries. C'est des gens qui sont des terroristes et qui ont causé beaucoup de dégâts au Liban. Et le fait qu'on s'est débarrassé d'eux, ça remet une chance et une opportunité pour qu'on se reconstruise. C'est eux qui avaient empêché d'investiguer le bombardement, l'effondrement des banques, tout ça. Il y a des cons de partout, ça je suis sûr. Mais eux, il n'y a aucun pays dans le monde où il y a un parti politique armé plus que l'État. Imaginez, le Parti socialiste en France a plus d'armées que l'armée française. Ça n'a pas de sens. On s'est débarrassé de ce cancer malicieux et vicieux. Et je suis très content, je pense qu'on ne s'est pas assez débarrassé. Et je pense que maintenant, il y a une chance que moi, maintenant, je peux reprendre mon écriture et peut-être venir faire mon prochain film au Liban. Bon, on vous le souhaite. La résilience de vos aînés, c'est pas la vôtre, c'est pas celle de votre génération. Vous en avez marre, vous, qu'on dise des Libanais, ah là là, mais qu'est-ce qu'ils sont courageux, ces Libanais, avec tout ce qu'ils vivent. Vous aimeriez bien être singulièrement libanaise et pas singulièrement résiliente ? Non, moi j'aime bien la résilience. Ouais. Moi je trouve que c'est quelque chose qui va bien aux Libanais parce que c'est un adjectif que moi je trouve très positif. Après, je pense qu'on est plus que ça. Et on ne doit pas se résigner à penser que notre destin, c'est une fatalité. On peut prendre les choses en main. Il faut juste se réconcilier avec la politique, avec ce qu'elle est vraiment, véritablement, et pas ce que la classe politique pourrie qu'on a l'a rendue. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui pour le faire. Et il y a un projet, une alternative crédible. Et il faut en parler de plus en plus. Et il faut oser. Et je pense qu'on peut espérer le changement. Il y a un tournant, en quelques mots, tous les deux. Pour être véritablement résilient, il faut restaurer la souveraineté libanaise, éviter qu'elle soit phagocytée par le Hezbollah, par les invasions israéliennes, par quelques milices que ce soit, et restaurer des institutions. Il faut éviter l'effondrement des institutions étatiques, car la société tout entière risquerait de se retrouver fragmentée si l'État s'écroule. Bilal ? Oui, le jour où on pourra se réveiller le matin en attendant la bonne nouvelle venant du Liban et non pas la mauvaise, ce sera formidable. Mais je pense qu'on finira par y arriver. Anthony, le mot de la fin ? De la résilience, au déni, il y a parfois un tout petit pas. Il s'agit de ne plus le franchir.
Merci infiniment. Merci Anthony Samrani d'avoir participé à cette discussion. Je renvoie au numéro spécial de L'Orient le jour consacré au 50e anniversaire du début de la guerre civile au Liban. Bilal Tarabé, merci beaucoup et pour votre venue ce matin et de m'avoir aidé à préparer cette émission. Ziad Ouairi, merci infiniment. On peut revoir bien sûr l'insulte entre autres et on espère vous voir tourner effectivement à Beyrouth d'ici peu. Johanna Abigara, merci infiniment d'avoir représenté cette jeunesse libanaise qui a tant à dire. Et merci beaucoup Karim Emile Bitar d'être venu ce matin sur ce plateau. Une émission à revoir bien sûr en replay et en podcast. Tout de suite le billet retour précisément à Beyrouth tourné par nos équipes à l'occasion de ce 50e anniversaire. On se retrouve dans un gros quart d'heure pour la suite de l'information internationale. À tout à l'heure.